Le matin du 14 novembre 1995, Isabelle Fournier ne s'est pas présentée à son poste dans les bureaux de la compagnie d'assurance où elle travaillait depuis 12 ans, située rue de la République à Lyon. Isabelle, 38 ans, assistante administrative au 3e étage, n'avait jamais manqué un seul jour sans prévenir. Son sac à main était posé sur son bureau, son manteau accroché au porte-manteau, son ordinateur encore allumé. Elle avait disparu entre 17h15 et 17h30, juste avant la fermeture. Personne ne l'avait vue partir, personne n'avait entendu quoi que ce soit. L'enquête de la police lyonnaise n'a révélé aucune trace de violence, aucune effraction, aucun témoin direct. Les collègues d'Isabelle décrivaient une femme discrète, célibataire, sans problème apparent. Sa voiture était restée au parking souterrain de l'immeuble. Son appartement, dans le quartier de la Croix-Rousse, était intact. Aucun mouvement bancaire suspect, aucun appel téléphonique étrange. Isabelle Fournier avait tout simplement cessé d'exister, comme si elle s'était volatilisée dans les couloirs étroits de ce bâtiment administratif où elle avait passé plus d'une décennie de sa vie professionnelle. Pendant 10 ans, l'affaire est demeurée un mystère complet. Classée sans suite en 1998, elle n'a jamais été résolue. Puis, en 2005, lors d'une migration informatique de l'entreprise vers un nouveau système de messagerie électronique, un technicien a découvert un dossier caché dans les archives du serveur. Ce dossier contenait plus de 350 courriels, échangés entre Isabelle Fournier et plusieurs membres de la direction. Des courriels qui révélaient un complot financier d'une ampleur insoupçonnée et qui posaient une question glaçante. Isabelle avait-elle été réduite au silence? Avant de continuer cette enquête qui va vous plonger dans les zones d'ombre du monde du travail français des années 90, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Laissez-moi dans les commentaires votre ville et l'heure qu'il est chez vous en ce moment. Cela me permet de savoir où se trouve notre communauté et de créer du contenu adapté à vos attentes. Si cette histoire vous intrigue déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Un simple like nous aide énormément à continuer ce travail de documentation. Maintenant, revenons à notre histoire et découvrons ce qui s'est réellement passé dans ces bureaux lyonnais ce mardi soir de novembre 1995. Lyon, novembre 1995. La ville connaît un automne pluvieux et froid. Les rues du 2e arrondissement sont animées par le balai des employés de bureau qui regagnent leur domicile après une journée de travail. La compagnie d'assurance où travaille Isabelle Fournier occupe 6 étages d'un immeuble haussmannien de la rue de la République, entre Bellecour et l'Hôtel de Ville. Fondée en 1972, l'entreprise emploie 180 personnes et gère des contrats d'assurance habitation et automobile pour des milliers de clients dans toute la région Rhône-Alpes. C'est une structure solide, respectée, dirigée par Philippe Thomas, 52 ans, qui a bâti sa réputation sur la rigueur et la discrétion. Isabelle Fournier travaille au département administratif, sous la supervision directe de Nathalie Morel, responsable du service comptabilité. Isabelle occupe un poste d'assistante de direction chargée de la saisie des contrats, du classement des dossiers clients et de la vérification des factures fournisseurs. Un travail méthodique qui demande de la concentration et une grande fiabilité. Isabelle excelle dans ce domaine. Elle arrive chaque matin à 8h30 précise, déjeune seule à son bureau et repart rarement avant 18h. Ses collègues la décrivent comme une femme aimable mais réservée, qui ne participe jamais aux sorties d'entreprise et évite les conversations personnelles. Le mardi 14 novembre 1995, Isabelle se présente au bureau comme à l'ordinaire. Elle porte un tailleur gris, des chaussures plates noires et une écharpe bordeaux. Elle salue brièvement Nathalie Morel en arrivant, allume son ordinateur et commence à traiter une pile de factures en attente. Vers 11h, elle participe à une réunion de 15 minutes avec 3 autres collègues pour vérifier l'état d'avancement d'un dossier client important. Elle ne dit presque rien. Elle prend des notes.
À midi, elle mange un sandwich à son bureau en lisant le journal. Rien dans son comportement ne laisse présager quoi que ce soit d'inhabituel. L'après-midi se déroule sans incident apparent. Isabelle continue son travail de saisie. Elle répond à quelques appels internes. Vers 15 heures, elle se rend à la photocopieuse située au bout du couloir pour dupliquer un document. Sandrine Lambert, une collègue du service juridique, l'aperçoit à ce moment-là et lui adresse un petit signe de la main. Isabelle répond par un sourire poli. C'est la dernière interaction confirmée qu'Isabelle aura avec un membre de l'entreprise. Entre 17h15 et 17h30, alors que la plupart des employés commencent à ranger leurs affaires pour partir, Isabelle Fournier disparaît. Sans bruit, sans témoin, sans laisser de traces. À 18h10, Nathalie Morel s'aperçoit que le bureau d'Isabelle est toujours éclairé. Elle passe devant et remarque que le sac à main d'Isabelle est posé sur la chaise, son manteau accroché, l'ordinateur allumé avec un document Word ouvert à l'écran. Elle suppose qu'Isabelle est partie aux toilettes ou à la machine à café. Mais à 18h30, Isabelle n'est toujours pas revenue. Nathalie commence à s'inquiéter. Elle fait le tour de l'étage, interroge 2 collègues qui s'apprêtent à partir. Personne n'a vu Isabelle. Elle descend au rez-de-chaussée, vérifie auprès du gardien, Bruno Morel, qui affirme n'avoir vu personne sortir dans les 30 dernières minutes. À 19h, Nathalie appelle le domicile d'Isabelle. Pas de réponse. L'inquiétude se transforme en alarme. Le lendemain matin, mercredi 15 novembre 1995, la police du 2e arrondissement de Lyon est officiellement saisie de la disparition d'Isabelle Fournier. Le commissaire Alain Bernard, 58 ans, vétéran de la brigade criminelle, prend l'affaire en main. Il se rend directement rue de la République pour interroger les employés et examiner les lieux. L'immeuble est un bâtiment typique du vieux Lyon, avec des escaliers en pierre, des couloirs étroits et un ascenseur ancien qui dessert les 6 étages. Le 3e étage, où travaillait Isabelle, est un plateau ouvert divisé en boxes individuelles par des cloisons basses. Une trentaine de personnes y travaillent quotidiennement. Le bureau d'Isabelle se trouve au fond du couloir, près d'une fenêtre donnant sur une cour intérieure. C'est un espace modeste, un bureau en bois clair, une chaise pivotante, une armoire métallique, un téléphone fixe et un ordinateur IBM sous Windows 95. Le commissaire Bernard examine chaque élément avec attention. Le sac à main d'Isabelle contient son portefeuille avec 420 francs en espèces, sa carte d'identité, ses clés d'appartement, un tube de rouge à lèvres et un paquet de mouchoirs en papier. Aucun signe de lutte, aucun objet manquant. Le manteau est soigneusement accroché, comme si Isabelle avait eu l'intention de revenir. Le document Word ouvert sur l'ordinateur attire l'attention du commissaire. Il s'agit d'une facture en cours de vérification, datée du 10 novembre 1995, correspondant à une prestation de maintenance informatique. Le document n'est pas terminé. La dernière ligne indique « Montant TTC vérifié, reste contrôle référence fournisseur ». Isabelle semble avoir interrompu son travail en pleine tâche. Le commissaire note également que l'historique de navigation de l'ordinateur montre qu'Isabelle a consulté plusieurs fichiers internes entre 15h30 et 16h45. Des fichiers comptables, des tableaux Excel contenant des listes de paiements et de virements bancaires effectués par l'entreprise au cours des 6 derniers mois. Les interrogatoires commencent dans la matinée. Nathalie Morel, la supérieure directe d'Isabelle, explique qu'elle n'a rien remarqué d'anormal ce jour-là. Isabelle était concentrée, silencieuse, comme d'habitude. Elle n'a fait aucune remarque particulière, n'a exprimé aucune inquiétude. Nathalie précise qu'Isabelle était une employée modèle, discrète, fiable, jamais un retard, jamais une absence injustifiée. Elle vivait seule depuis son divorce en 1989 et n'avait pas d'enfant. Personne dans l'entreprise ne connaissait vraiment sa vie privée. Elle ne parlait jamais d'elle. Elle ne se confiait à personne. C'était une femme fermée,
presque invisible malgré ses 12 années de présence. Sandrine Lambert, la collègue qui a croisé Isabelle à la photocopieuse vers 15 heures, confirme qu'Isabelle semblait normale. Elle lui a souri, a pris ses documents et est retournée à son bureau. Rien d'étrange. Sandrine ajoute cependant un détail troublant. Quelques jours plus tôt, elle a aperçu Isabelle en train de discuter avec Philippe Thomas, le directeur général, dans le couloir du 5e étage. C'était inhabituel. Isabelle ne montait jamais au 5e étage, réservé à la direction. Elle ne parlait jamais directement avec Philippe Thomas. Sandrine n'a pas entendu la conversation, mais elle a remarqué qu'Isabelle tenait une pochette cartonnée sous le bras, une pochette rouge. Elle semblait tendue. Le gardien de l'immeuble, Bruno Morel, 53 ans, affirme n'avoir vu personne sortir entre 17h et 18h. Il était à son poste au rez-de-chaussée, comme tous les soirs. Il contrôle les allées et venues, note les visiteurs, surveille l'accès au parking souterrain. Selon lui, la seule façon de quitter l'immeuble sans être vu serait de passer par l'escalier de service situé à l'arrière du bâtiment, qui débouche sur une ruelle discrète donnant sur la rue Gasparin. Cet escalier est rarement utilisé, sauf pour les livraisons ou les interventions techniques. Bruno précise qu'il n'a rien remarqué d'inhabituel ce soir-là. Pas de bruit, pas de mouvement suspect. Le commissaire Bernard décide de vérifier les caméras de surveillance. L'immeuble en compte 3, une à l'entrée principale, une dans le hall du rez-de-chaussée et une au parking souterrain. Les bandes vidéo sont récupérées et visionnées immédiatement. La caméra de l'entrée principale montre le flux habituel des employés qui quittent les lieux entre 17h et 18h30. Isabelle n'apparaît sur aucune des images. La caméra du parking souterrain confirme que la voiture d'Isabelle, une Renault Clio bleue immatriculée dans le Rhône, est restée stationnée toute la soirée. Aucun mouvement autour du véhicule, aucune trace de départ. Le 3e enregistrement, celui du hall, pose problème. La bande vidéo présente une interruption de 12 minutes entre 17h18 et 17h30. L'image se fige brutalement, puis reprend comme si de rien n'était. Le technicien qui gère le système de vidéosurveillance, Sébastien Bonnet, 39 ans, explique qu'il s'agit probablement d'une défaillance technique. Le système est ancien, installé en 1989, et connaît régulièrement des pannes mineures. Selon lui, cette interruption est une simple coïncidence. Le commissaire Bernard n'en est pas convaincu. 12 minutes, précisément pendant la fenêtre temporelle où Isabelle a disparu. C'est trop parfait pour être un hasard. L'enquête se poursuit avec une perquisition de l'appartement d'Isabelle, situé au 4e étage d'un immeuble de la Croix-Rousse, rue des Tables Claudiennes. L'appartement est petit, propre, ordonné. 2 pièces, un salon avec une cuisine ouverte, une chambre avec une salle de bain attenante. Les meubles sont simples, fonctionnels, aucun désordre, aucun signe de départ précipité. Le lit est fait, la vaisselle est rangée, le réfrigérateur contient des produits frais. Le courrier du jour est posé sur la table du salon, non ouvert. Dans la chambre, le commissaire Bernard découvre un agenda personnel posé sur la table de nuit. Il le feuillette avec attention. L'agenda contient des notes succinctes, rendez-vous médicaux, courses à faire, rappels divers. Rien d'extraordinaire. Mais à la date du 14 novembre, Isabelle a écrit « RDV 17h45, ne rien dire. Rien de plus. Pas de nom, pas de lieu. Juste cette mention énigmatique. » Le commissaire Bernard sent que cette note est la clé. Isabelle avait prévu de rencontrer quelqu'un ce soir-là, après le travail. Quelqu'un qu'elle ne voulait pas nommer. Quelqu'un avec qui elle devait garder le silence. Mais qui? Et pourquoi cette discrétion? L'enquête vient de prendre un tournant inattendu. Isabelle Fournier n'a pas simplement disparu. Elle a été attirée quelque part. Et elle le savait. Les jours suivants, l'enquête s'intensifie. Le commissaire Alain Bernard interroge l'ensemble des 180 employés de l'entreprise. Personne ne se souvient d'avoir vu Isabelle quitter son bureau ce soir-là.
Personne ne sait qui elle devait rencontrer. Personne ne comprend pourquoi elle aurait laissé toutes ses affaires derrière elle. Les témoignages se recoupent. Isabelle était une femme solitaire, sans vie sociale visible, sans amis proches au sein de l'entreprise. Elle accomplissait son travail avec rigueur, saluait poliment ses collègues et rentrait chez elle. C'était tout. Une existence presque fantomatique, malgré 12 ans de présence quotidienne dans les mêmes bureaux. Le commissaire Bernard décide de fouiller plus profondément dans la vie privée d'Isabelle. Il contacte son ex-mari, Pascal Fournier, 54 ans, ingénieur à la retraite vivant désormais à Villeurbanne. Pascal explique qu'il n'a plus eu de contact avec Isabelle depuis leur divorce en 1989. Leur séparation s'était déroulée sans conflit majeur. Ils n'avaient simplement plus rien à se dire. Isabelle voulait rester à Lyon. Pascal souhaitait partir. Ils s'étaient quittés à l'amiable. Pascal affirme ne rien savoir des activités récentes d'Isabelle. Il semble sincère, presque indifférent. L'enquête dans cette direction ne mène nulle part. Le commissaire se tourne alors vers l'environnement professionnel. Il demande l'accès complet aux dossiers sur lesquels Isabelle travaillait au moment de sa disparition. Philippe Thomas, le directeur général, hésite. Il invoque la confidentialité des données clients, la protection des informations sensibles, les obligations légales. Le commissaire insiste. Philippe finit par céder, mais à contre-cœur. Il remet une série de classeurs contenant les factures, les contrats et les tableaux comptables que manipulait Isabelle. Le commissaire Bernard passe plusieurs jours à éplucher ces documents. La plupart sont parfaitement en ordre. Des factures classiques, maintenance, fourniture de bureau, prestations de services. Mais en examinant les fichiers Excel consultés par Isabelle le jour de sa disparition, le commissaire remarque quelque chose d'étrange. Plusieurs paiements récurrents apparaissent dans les tableaux, tous adressés à une même société. Un prestataire informatique basé à Villefranche-sur-Saône, à une trentaine de kilomètres de Lyon. Les montants sont conséquents, entre 15 000 et 25 000 francs par mois, depuis janvier 1994. Sur 18 mois, cela représente plus de 350 000 francs. Le commissaire demande à voir les factures correspondantes. Philippe Thomas fournit les documents sans commentaire. Les factures semblent légitimes. Prestations de maintenance informatique, mises à jour logicielles, interventions techniques. Le commissaire Bernard décide de vérifier l'existence réelle de ce prestataire. Il se rend à Villefranche-sur-Saône avec un collègue, le lieutenant Didier Girard. L'adresse indiquée sur les factures correspond à un petit immeuble commercial en périphérie de la ville. Au 3e étage, ils découvrent un bureau vide. Pas de matériel informatique, pas de téléphone, pas de mobilier. Juste une pièce nue avec des traces de poussière au sol. Le propriétaire de l'immeuble, contacté immédiatement, explique que le local a été loué en décembre 1993 par un homme qui se présentait comme gérant d'une société de services informatiques. Le bail a été résilié en septembre 1995, 2 mois avant la disparition d'Isabelle. Le nom du locataire figure sur le contrat de location, Thierry André. Le commissaire lance une recherche. Thierry André n'existe pas dans les registres officiels. C'est une identité fictive. Les chèques de loyer ont été encaissés sur un compte bancaire ouvert avec de faux documents. Le compte a été fermé en octobre 1995. Toutes les traces ont été effacées. Le commissaire comprend alors qu'il est face à une escroquerie montée de l'intérieur. Quelqu'un, au sein de l'entreprise, a créé une société fantôme pour détourner des fonds. Et Isabelle Fournier, en vérifiant les factures fournisseurs, a découvert le système. Elle est tombée sur quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Le commissaire Bernard retourne interroger Philippe Thomas. Cette fois, le ton est différent. Il veut des explications sur les paiements versés à cette société fictive. Philippe se montre évasif. Il prétend ne rien savoir. Il affirme que les factures étaient validées par le service comptabilité, pas par lui personnellement. Il rejette toute responsabilité.
Le commissaire insiste. Qui avait accès aux comptes bancaires de l'entreprise? Qui pouvait autoriser des virements de cette ampleur sans contrôle? Philippe hésite, puis finit par admettre que seules 3 personnes disposaient de ce niveau d'accès. Lui-même, Nathalie Morel, la responsable comptabilité, et un autre membre de la direction, Daniel Robert, directeur financier de l'entreprise depuis 1990. Daniel Robert, 62 ans, est un homme discret, méticuleux, respecté dans le milieu des assurances lyonnaises. Il a bâti sa carrière sur la rigueur et la transparence. Le commissaire Bernard l'interroge le lendemain matin. Daniel se montre coopératif, presque trop. Il explique qu'il supervise l'ensemble des flux financiers de l'entreprise, mais qu'il fait confiance à ses équipes pour les vérifications de détails. Il n'examine pas chaque facture individuellement. C'est le rôle d'Isabelle et de Nathalie. Quand le commissaire lui montre les relevés de paiement adressés à la société fantôme, Daniel fronce les sourcils. Il prétend découvrir ces informations pour la première fois. Il semble troublé. Mais est-ce de la surprise sincère ou un jeu d'acteur? Le commissaire décide de vérifier les relevés bancaires personnels de Daniel Robert. Il obtient une commission rogatoire et accède au compte. Ce qu'il découvre le glace. Entre janvier 1994 et septembre 1995, Daniel a reçu plusieurs virements en espèces sur un compte secondaire ouvert dans une agence bancaire de Grenoble. Les montants correspondent presque exactement aux sommes détournées via la société fictive, environ 300 000 francs au total. Daniel Robert n'est pas seulement un témoin. Il est le cerveau de l'escroquerie. Et Isabelle Fournier, en vérifiant les factures, a mis le doigt sur le système. Elle est devenue une menace. Une menace qu'il fallait faire disparaître. Le 28 novembre 1995, Daniel Robert est placé en garde à vue. Il nie tout en bloc. Il affirme que les virements reçus proviennent d'héritages familiaux, de placements financiers, de sources légitimes. Il ne peut pas expliquer pourquoi ces virements ont été effectués depuis un compte lié à la société fantôme, mais il maintient son innocence. Le commissaire Bernard n'a pas de preuves directes reliant Daniel à la disparition d'Isabelle. Pas de témoins, pas d'aveu, pas de corps. L'enquête piétine. Daniel est relâché après 48 heures, faute d'éléments suffisants pour l'inculper. Mais le commissaire sait qu'il tient son suspect. Il lui manque juste la preuve finale. Et surtout, il lui manque Isabelle. Les semaines passent. L'affaire Isabelle Fournier occupe les journaux locaux pendant quelques jours, puis disparaît progressivement des colonnes. Les enquêteurs continuent leurs recherches, mais sans résultat concret. Des battues sont organisées dans les environs de Lyon, dans les forêts, le long des berges du Rhône et de la Saône. Aucune trace du corps d'Isabelle n'est retrouvée. Les plongeurs inspectent les cours d'eau. Rien. Les chiens policiers fouillent les zones boisées. Rien. Isabelle semble avoir été effacée de la surface de la Terre. Le commissaire Bernard refuse d'abandonner, mais les ressources s'amenuisent. D'autres affaires urgentes réclament son attention. L'enquête ralentit inexorablement. En janvier 1996, le commissaire interroge à nouveau Nathalie Morel. Il veut savoir si elle avait connaissance du système de détournement. Nathalie se défend avec véhémence. Elle affirme n'avoir jamais eu le moindre soupçon. Elle validait les factures qui lui étaient soumises, mais elle ne vérifiait pas l'existence réelle des fournisseurs. Ce n'était pas son rôle. Elle faisait confiance aux documents qui arrivaient sur son bureau. Le commissaire la croit. Nathalie semble sincère, presque brisée par cette affaire. Elle se sent coupable de ne pas avoir remarqué les anomalies. Elle se reproche de ne pas avoir protégé Isabelle. Mais elle n'est pas complice. Elle est simplement passée à côté de la vérité. Le commissaire décide d'interroger à nouveau Sébastien Bonnet, le technicien responsable du système de vidéosurveillance. Il veut comprendre pourquoi la caméra du hall a cessé de fonctionner précisément pendant la disparition d'Isabelle. Sébastien maintient sa version. Une défaillance technique. Un dysfonctionnement aléatoire.
Le commissaire ne le croit pas. Il fait analyser les bandes vidéo par un expert en système de surveillance. L'expert conclut que l'interruption n'est pas accidentelle. Les images ont été coupées manuellement, puis la bande a été remise en lecture. Quelqu'un a manipulé le système. Quelqu'un qui savait comment fonctionne le dispositif de sécurité. Sébastien Bonnet est placé en garde à vue. Sous la pression, il finit par craquer. Il avoue avoir coupé la caméra ce soir-là, sur demande de Daniel Robert. Daniel lui avait expliqué qu'il devait faire sortir discrètement un visiteur de l'immeuble, un client important qui souhaitait rester anonyme. Sébastien pensait rendre service. Il ne savait pas qu'Isabelle allait disparaître. Il n'imaginait pas être impliqué dans une affaire criminelle. Il a simplement appuyé sur un bouton, coupé l'enregistrement pendant 12 minutes, puis remis le système en marche. Il n'a rien vu, il n'a rien entendu, il ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 12 minutes, mais son témoignage confirme une chose. Daniel Robert a orchestré la disparition. Le commissaire Bernard obtient un nouveau mandat d'arrêt contre Daniel Robert. Cette fois, les charges sont plus solides. Complicité de disparition inquiétante, manipulation de preuves, détournement de fonds. Daniel est arrêté le 15 février 1996 à son domicile, dans le quartier huppé de Fourvière. Il nie toujours. Il prétend que Sébastien ment, qu'il invente des accusations pour se dédouaner. Il affirme n'avoir jamais demandé de couper les caméras. Il maintient qu'Isabelle a quitté l'immeuble de son plein gré, qu'elle a peut-être fui pour des raisons personnelles, qu'elle reviendra un jour. Le commissaire ne le croit pas. Mais sans corps, sans aveu, sans témoin direct, l'affaire reste fragile. Le procès de Daniel Robert s'ouvre en octobre 1996 devant la cour d'assises du Rhône. Les charges retenues sont le détournement de fonds et la complicité dans une disparition suspecte. L'accusation tente de démontrer que Daniel a fait disparaître Isabelle parce qu'elle avait découvert son système de fraude. La défense argumente que rien ne prouve qu'Isabelle soit morte, que sa disparition pourrait être volontaire, qu'il n'existe aucune preuve matérielle d'un crime. Le procès dure 3 semaines. Les témoignages se succèdent. Nathalie Morel explique le fonctionnement du service comptabilité. Sébastien Bonnet répète sa version des faits. Le commissaire Bernard présente les éléments de l'enquête, mais tout reste circonstanciel. Le verdict tombe le 25 octobre 1996. Daniel Robert est reconnu coupable de détournement de fonds et condamné à 6 ans de prison ferme. En revanche, il est acquitté des charges liées à la disparition d'Isabelle, faute de preuves suffisantes. Le tribunal estime qu'on ne peut pas condamner un homme pour un crime sans corps, sans aveu, sans certitude absolue. Daniel est envoyé à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Il purgera 4 ans de sa peine avant d'être libéré en 2000 pour bonne conduite. Il ne parlera jamais. Il ne révélera jamais ce qui est arrivé à Isabelle Fournier. L'affaire est classée sans suite en 1998. Isabelle reste portée disparue. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les années passent. L'entreprise poursuit ses activités. Philippe Thomas prend sa retraite en 2001. Nathalie Morel quitte Lyon en 2003 pour rejoindre une autre société à Marseille. Les anciens collègues d'Isabelle se dispersent. Certains changent de métier. D'autres restent dans le secteur des assurances. Personne ne parle plus d'Isabelle. Son nom s'efface progressivement des mémoires. Son appartement de la Croix-Rousse est vidé par un huissier en 1999 et reloué à une nouvelle famille. Sa voiture est récupérée par la Fourrière puis vendue aux enchères. Isabelle Fournier devient une statistique, un dossier froid, une affaire non résolue parmi tant d'autres. Mais en 2005, quelque chose change. L'entreprise décide de moderniser son système informatique. Les vieux serveurs Windows NT des années 90 sont remplacés par des machines plus récentes. Un technicien externe, Julien Faure, 32 ans, est chargé de migrer les données vers le nouveau système. En explorant les archives du serveur, il tombe sur un dossier caché, protégé par un mot de passe, daté de 1995.
Le dossier s'appelle « If Urgent ». Julien parvient à forcer l'accès. Ce qu'il découvre à l'intérieur va rouvrir une affaire que tout le monde croyait enterrée. Le dossier contient plus de 350 courriels. Des courriels échangés entre Isabelle Fournier et plusieurs membres de la direction. Des courriels qui racontent une autre histoire. Les courriels révèlent qu'Isabelle n'était pas seulement une assistante administrative discrète. Elle était devenue, sans le vouloir, une enquêtrice. À partir d'avril 1995, elle avait commencé à remarquer des anomalies dans les factures qu'elle traitait. Des montants incohérents, des références de fournisseurs introuvables. Elle avait décidé d'en parler à Nathalie Morel. Nathalie lui avait conseillé de se taire, de ne pas faire de vagues. Isabelle avait alors contacté directement Philippe Thomas par courriel. Philippe avait minimisé ses inquiétudes. Isabelle avait insisté. Elle avait collecté des preuves. Elle avait rassemblé des documents. Elle avait compris qu'elle était face à une fraude massive. Et elle ne voulait pas se taire. Dans les derniers courriels, datés de novembre 1995, Isabelle écrit qu'elle a été contactée par Daniel Robert. Il lui a proposé une rencontre discrète, le 14 novembre à 17h45, dans un bureau vide du 5e étage. Il voulait discuter de la situation, trouver une solution à l'amiable. Isabelle avait accepté. Elle pensait pouvoir négocier, convaincre Daniel de rendre l'argent, d'arrêter la fraude. Elle ne voulait pas le dénoncer immédiatement. Elle voulait lui donner une chance. Dans son dernier courriel, envoyé le 14 novembre à 16h30, Isabelle écrit « Je monte le voir dans 1 heure. J'espère qu'il sera raisonnable. Si je ne reviens pas, ces documents sont la preuve. Elle ne reviendra jamais. » La découverte des courriels en 2005 provoque un choc. Julien Faure, le technicien qui a trouvé le dossier caché, contacte immédiatement la police. L'affaire est transmise au commissariat du 2e arrondissement, puis transférée à la brigade criminelle de Lyon. Le dossier Isabelle Fournier, classé sans suite depuis 7 ans, est rouvert. Un nouveau juge d'instruction est désigné. Véronique André, 48 ans, magistrate réputée pour sa rigueur et sa persévérance. Elle ordonne une nouvelle enquête approfondie. Les courriels constituent des éléments nouveaux, susceptibles de modifier complètement la compréhension de l'affaire. Ils prouvent qu'Isabelle savait qu'elle courait un danger, et qu'elle l'a quand même affronté. Le juge André demande que Daniel Robert soit à nouveau interrogé. Mais Daniel est introuvable. Libéré de prison en 2000, il a quitté Lyon et n'a laissé aucune adresse de résidence. Ses proches affirment ne plus avoir de contact avec lui depuis des années. Les recherches révèlent qu'il a vendu son appartement de Fourvière en 2001 et qu'il est parti vivre à l'étranger, probablement en Espagne ou au Portugal. Les autorités lancent un mandat d'arrêt international. Les polices espagnoles et portugaises sont alertées. Mais Daniel semble avoir disparu aussi complètement qu'Isabelle. Il a changé d'identité, effacé ses traces, recommencer une nouvelle vie loin de la France. Le juge André décide de réinterroger tous les témoins encore vivants. Philippe Thomas, désormais âgé de 62 ans et retraité depuis 4 ans, est convoqué. Il reconnaît avoir reçu plusieurs courriels d'Isabelle au printemps et à l'automne 1995. Isabelle lui signalait des irrégularités dans les paiements versés à des fournisseurs. Philippe avoue qu'il n'a pas pris ces avertissements au sérieux. Il pensait qu'Isabelle exagérait, qu'elle voyait des problèmes là où il n'y en avait pas. Il regrette aujourd'hui de ne pas avoir écouté. Il regrette de ne pas avoir protégé Isabelle, mais il maintient qu'il ignorait l'ampleur de la fraude orchestrée par Daniel Robert. Il n'était pas complice, il était simplement aveugle. Nathalie Morel, contactée à Marseille où elle vit depuis 2003, accepte de témoigner à nouveau. Elle explique qu'Isabelle lui avait effectivement parlé de ses doutes concernant certaines factures. Nathalie lui avait conseillé de ne pas insister, de rester à sa place, de ne pas chercher des ennuis. Elle pensait protéger Isabelle en lui demandant de se taire. Elle ne voulait pas qu'Isabelle entre en conflit avec la direction. Elle pensait bien faire.
Mais en réalité, elle a peut-être poussé Isabelle à agir seule, à contacter directement Daniel Robert, à se mettre en danger. Nathalie pleure pendant son témoignage. Elle porte ce poids depuis 10 ans. Elle n'a jamais cessé de penser à Isabelle. Sébastien Bonnet, le technicien qui avait coupé les caméras, vit désormais à Grenoble. Il est marié, père de 2 enfants, et travaille dans une entreprise de télécommunications. Il accepte de témoigner une nouvelle fois. Il répète ce qu'il avait dit en 1996. Daniel Robert lui avait demandé de couper l'enregistrement du hall pendant 12 minutes. Sébastien avait obéi sans poser de questions. Il ne savait pas qu'Isabelle allait disparaître. Il ne savait pas qu'il participait à un crime. Depuis, il vit avec la culpabilité. Il aurait dû refuser. Il aurait dû comprendre que quelque chose n'allait pas. Mais il était jeune, naïf, influençable. Il ne voulait pas perdre son emploi. Il a simplement fait ce qu'on lui demandait. Le juge André ordonne une nouvelle expertise technique des courriels découverts. Les experts en informatique légale analysent les métadonnées, les horodatages, les adresses IP. Tout confirme l'authenticité des messages. Isabelle a bien envoyé ses courriels entre avril et novembre 1995. Elle a bien découvert la fraude. Elle a bien tenté d'alerter sa hiérarchie. Et elle a bien accepté de rencontrer Daniel Robert le 14 novembre à 17h45. L'un des courriels contient même une pièce jointe, un fichier Excel listant tous les paiements suspects effectués entre janvier 1994 et octobre 1995. Un document accablant, un document qui signait l'arrêt de mort d'Isabelle. Le juge décide de faire analyser à nouveau l'immeuble de la rue de la République. Les nouveaux propriétaires, qui ont racheté le bâtiment en 2003, acceptent de collaborer. Une équipe de la police scientifique inspecte le 5e étage, où Isabelle devait rencontrer Daniel. Les bureaux ont été rénovés, les sols changés, les cloisons déplacées. Mais les enquêteurs découvrent une ancienne réserve technique, située au fond du couloir, qui n'a jamais été rénovée. C'est une petite pièce sans fenêtre, utilisée autrefois pour stocker du matériel de nettoyage. Les analyses révèlent des traces de sang humain sur le sol en béton, dissimulées sous une couche de poussière accumulée depuis des années. Les tests ADN sont effectués. Les résultats tombent en juin 2006. Le sang appartient à Isabelle Fournier. Les enquêteurs comprennent alors ce qui s'est passé. Isabelle est montée au 5e étage le 14 novembre 1995 à 17h45, comme prévu. Elle a rencontré Daniel Robert dans cette réserve technique. Ils ont discuté. Daniel a probablement tenté de la convaincre de se taire, de détruire les preuves, d'oublier ce qu'elle avait découvert. Isabelle a refusé. Elle voulait que la vérité éclate. Daniel a alors perdu son sang-froid. Il l'a frappée, violemment. Isabelle est tombée. Elle a heurté le sol. Elle est morte sur le coup, ou peu après. Un meurtre non prémédité, un acte de panique. Mais que s'est-il passé ensuite? Comment Daniel a-t-il fait disparaître le corps? Les enquêteurs reconstituent le scénario. Daniel a profité des 12 minutes pendant lesquelles les caméras étaient coupées pour transporter le corps d'Isabelle hors de l'immeuble. Il a utilisé l'escalier de service, celui qui donne sur la ruelle discrète rue Gasparin. Il a chargé le corps dans un véhicule stationné à proximité. Puis il est reparti. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a entendu. Entre 17h18 et 17h30, Daniel Robert a effacé Isabelle Fournier de la surface de la Terre. Il a ensuite abandonné le corps quelque part, peut-être dans une forêt, peut-être dans un cours d'eau, peut-être dans un lieu que lui seul connaît. Les recherches reprennent. Des équipes de plongeurs inspectent à nouveau le Rhône et la Saône. Des chiens reniflent les zones boisées autour de Lyon. Des fouilles sont organisées dans les anciennes propriétés de Daniel Robert, notamment un cabanon qu'il possédait à Miribel, au bord du lac. Rien n'est retrouvé. Le corps d'Isabelle reste introuvable, mais les preuves sont désormais suffisantes pour accuser formellement Daniel Robert de meurtre.
Le mandat d'arrêt international est renforcé. Interpol est mobilisé. La traque s'intensifie. Daniel Robert devient l'un des hommes les plus recherchés de France. Mais il demeure invisible, comme s'il s'était volatilisé, tout comme Isabelle. En septembre 2007, un coup de théâtre survient. Un touriste français en vacances à Lisbonne, au Portugal, reconnaît Daniel Robert dans un café du quartier de l'Alfama. Il alerte immédiatement les autorités portugaises. La police intervient rapidement. Daniel est arrêté sans résistance. Il vit au Portugal depuis 2001 sous une fausse identité, se faisant appeler André Moreira. Il travaille comme consultant financier pour une petite entreprise locale. Il mène une vie discrète, presque anonyme. Quand les policiers l'interpellent, il ne dit rien. Il sait que tout est terminé. Il est extradé vers la France 3 semaines plus tard. Son procès s'ouvre en mars 2008 devant la cour d'assises du Rhône. Le procès de Daniel Robert en mars 2008 attire l'attention des médias nationaux. 13 ans après la disparition d'Isabelle Fournier, la vérité va enfin éclater. La salle d'audience est bondée. Les anciens collègues d'Isabelle sont présents. Nathalie Morel est au premier rang, le visage fermé. Philippe Thomas est assis quelques rangées derrière, le regard baissé. Sébastien Bonnet témoignera plus tard dans la semaine. Tous sont venus chercher des réponses. Tous veulent savoir ce qui est arrivé à Isabelle. Tous espèrent que Daniel Robert finira par parler. Mais Daniel reste silencieux. Il refuse de plaider coupable. Il refuse de dire où se trouve le corps. Il se contente de nier, encore et toujours. L'accusation présente les éléments un par un. Les courriels prouvent qu'Isabelle avait découvert la fraude. Les relevés bancaires prouvent que Daniel en était l'auteur. Le témoignage de Sébastien Bonnet prouve que Daniel a orchestré la coupure des caméras. Les traces de sang dans la réserve technique prouvent qu'Isabelle a été tuée sur place. La fuite de Daniel au Portugal prouve sa conscience de culpabilité. Tout concorde. Tout accuse Daniel Robert. Le procureur requiert la réclusion criminelle à perpétuité. Il souligne la préméditation, la dissimulation du corps, l'absence totale de remords. Daniel Robert a détruit une vie pour protéger son système de fraude. Il ne mérite aucune clémence. La défense tente de minimiser les faits. L'avocat de Daniel argumente que rien ne prouve que les traces de sang appartiennent réellement à une scène de meurtre. Elles pourraient résulter d'un accident. Isabelle aurait pu tomber seule, se blesser, puis quitter les lieux par ses propres moyens. La disparition du corps pourrait être volontaire. Isabelle aurait pu fuir pour échapper à la pression, recommencer sa vie ailleurs. La fuite de Daniel au Portugal ne prouverait que sa peur d'être injustement condamné. L'argumentation est faible. Personne dans la salle ne semble convaincu. Le jury écoute, impassible. Les jurés savent qu'ils tiennent le coupable. Il leur manque juste une chose, le corps d'Isabelle. Le jour du verdict arrive le 28 mars 2008. Après 3 semaines de débats, de témoignages et de plaidoiries, le jury se retire pour délibérer. Les délibérations durent 7 heures. La tension est palpable dans la salle d'audience. Nathalie Morel se ronge les ongles. Philippe Thomas fixe le sol. Les journalistes préparent leurs articles. À 20h30, le jury revient. Le président de la Cour annonce le verdict. Daniel Robert est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, dissimulation de cadavres et détournement de fonds. Il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. La salle retient son souffle. Ce n'est pas la perpétuité, mais c'est une condamnation lourde. Daniel baisse la tête. Il ne réagit pas. Il est emmené immédiatement. Après le verdict, le juge Véronique André organise une conférence de presse. Elle explique que malgré la condamnation, l'affaire reste partiellement non résolue. Le corps d'Isabelle Fournier n'a jamais été retrouvé. Daniel Robert refuse toujours de révéler où il l'a abandonné. La famille d'Isabelle, représentée par sa sœur cadette, Sylvie Vincent, lance un appel. Elle supplie Daniel de dire la vérité, de permettre à Isabelle de recevoir une sépulture digne.
Elle veut pouvoir faire son deuil. Elle veut pouvoir se recueillir sur une tombe. Mais Daniel ne répond pas. Il garde son secret. Peut-être par orgueil, peut-être par cruauté, peut-être parce qu'il est le seul à détenir encore un pouvoir sur cette histoire. Les années suivantes, plusieurs tentatives sont faites pour localiser le corps d'Isabelle. Des équipes de recherche explorent les zones où Daniel possédait des propriétés dans les années 90. Des plongeurs inspectent les lacs de la région. Des géologues analysent les terrains susceptibles d'avoir été utilisés pour enfouir un corps. En 2010, une équipe de bénévoles fouille une ancienne carrière abandonnée à Saint-Priest, à l'est de Lyon. Des rumeurs affirmaient que Daniel y avait été vu en novembre 1995. Mais les fouilles ne donnent rien. En 2012, un médium contacte la police et prétend avoir localisé le corps dans une forêt près de Villefranche-sur-Saône. Les recherches sont organisées. Rien n'est trouvé. Isabelle reste introuvable. En 2015, Daniel Robert accorde une interview exclusive à un journaliste du quotidien Le Progrès. C'est la première fois qu'il accepte de parler depuis sa condamnation. Il purge sa peine à la maison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre. Le journaliste lui demande s'il regrette ce qui est arrivé à Isabelle. Daniel répond qu'il regrette beaucoup de choses dans sa vie, mais qu'il ne peut rien changer au passé. Quand le journaliste lui demande où se trouve le corps, Daniel se referme. Il dit qu'il ne parlera jamais, que c'est son dernier secret, que c'est la seule chose qu'il contrôle encore. Le journaliste insiste. Daniel met fin à l'interview. Il ne parlera plus jamais publiquement. En 2018, une nouvelle piste émerge. Un ancien employé de l'entreprise, Julien Faure, celui qui avait découvert les courriels en 2005, contacte la police. Il explique qu'en rangeant d'anciennes archives personnelles, il a retrouvé un plan des sous-sols de l'immeuble de la rue de la République datant de 1995. Ce plan montre l'existence d'un ancien réseau de caves et de tunnels sous le bâtiment, utilisés autrefois pour le stockage et les livraisons. Ces tunnels ont été condamnés dans les années 70 et oubliés depuis. Personne n'y avait pensé lors des premières recherches. Une équipe de spéléologues et de policiers descend explorer ces tunnels en juin 2018. Les tunnels sont étroits, sombres, partiellement effondrés. L'exploration dure plusieurs jours. Les spéléologues progressent lentement, inspectant chaque recoin, chaque cavité. Le 4e jour, dans une section isolée située sous l'ancien parking de l'immeuble, ils découvrent des ossements humains dissimulés derrière un mur de briques partiellement effondré. Les ossements sont enveloppés dans un tissu décomposé, probablement un ancien manteau. Les analyses ADN sont effectuées immédiatement. Les résultats confirment ce que tout le monde espérait et redoutait à la fois. Les ossements appartiennent à Isabelle Fournier. Après 23 ans, elle est enfin retrouvée. Elle reposait à quelques mètres sous les bureaux où elle avait travaillé pendant 12 ans. La découverte provoque une onde de choc. Daniel Robert avait caché le corps d'Isabelle dans les tunnels abandonnés de l'immeuble. Il n'avait pas eu besoin de transporter le corps loin. Il l'avait simplement descendu dans les sous-sols, en passant par un accès oublié situé près de la réserve technique du 5e étage. Personne n'avait pensé à chercher là. Personne ne savait que ces tunnels existaient encore. Daniel avait profité de cette ignorance pour dissimuler son crime. Pendant 23 ans, Isabelle était restée sous terre, oubliée, invisible, à quelques mètres des collègues qui la cherchaient. C'était une dissimulation parfaite, presque. Le 15 juillet 2018, Isabelle Fournier reçoit enfin une sépulture. Ses obsèques sont célébrées à l'église Saint-Bruno de Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse où elle avait vécu. Des dizaines de personnes sont présentes. Nathalie Morel, Philippe Thomas, Sébastien Bonnet, Julien Faure et beaucoup d'autres anciens collègues. Sa sœur Sylvie prononce un éloge funèbre émouvant. Elle remercie tous ceux qui n'ont jamais abandonné. Elle remercie la police, les enquêteurs, les bénévoles, les anonymes qui ont continué à chercher la vérité. Elle dit qu'Isabelle était une femme discrète, mais courageuse. Une femme qui avait osé défendre ce qui était juste, même au péril de sa vie.
Une femme qui mérite d'être rappelée. Une femme qui ne sera jamais oubliée. Daniel Robert, informé de la découverte du corps depuis sa cellule, ne fait aucun commentaire. Il reste enfermé dans son silence. Il purgera l'intégralité de sa peine. Sa libération conditionnelle est prévue pour 2033, s'il survit jusque-là. Il aura alors 99 ans. Peut-être parlera-t-il un jour. Peut-être expliquera-t-il pourquoi il a fait cela. Peut-être avouera-t-il les détails de cette soirée de novembre 1995. Ou peut-être emportera-t-il ses secrets dans la tombe. Personne ne le sait, personne ne peut le prédire. Mais une chose est certaine, Isabelle Fournier a eu justice. Pas complètement, pas parfaitement, mais suffisamment pour que son histoire soit connue, suffisamment pour que son sacrifice ne soit pas vain. L'affaire Isabelle Fournier reste aujourd'hui l'une des disparitions les plus troublantes de l'histoire criminelle lyonnaise. Une femme ordinaire, discrète, sans histoire, qui a découvert par hasard une fraude financière et qui en a payé le prix ultime. Une femme qui a voulu faire ce qui était juste et qui a été réduite au silence. Pendant 23 ans, elle est restée cachée sous les bureaux où elle avait travaillé, invisible, oubliée, comme si elle n'avait jamais existé. Mais la vérité a fini par émerger. Grâce à la persévérance des enquêteurs, grâce aux courriels retrouvés, grâce à la découverte des tunnels oubliés, Isabelle a retrouvé son nom, elle a retrouvé sa dignité. Cette histoire nous rappelle que le monde du travail n'est pas toujours un lieu sûr, que la cupidité peut pousser certains à commettre l'irréparable, que le silence peut être aussi dangereux que la violence. Isabelle Fournier a refusé de se taire. Elle a voulu dénoncer ce qu'elle avait découvert, et elle en est morte. Mais son courage a permis de révéler une fraude massive, de condamner un criminel, et de montrer que même les secrets les mieux gardés finissent par être dévoilés. Son histoire est un avertissement et un hommage. Un avertissement à ceux qui pensent pouvoir échapper à la justice. Un hommage à ceux qui osent défendre la vérité, même quand cela coûte cher. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Connaissiez-vous cette affaire? Pensez-vous que la justice a été rendue correctement? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette tragédie? Vos avis nous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Nous continuerons à explorer les mystères non résolus, les disparitions inexpliquées et les affaires criminelles qui ont marqué la France. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez soin de vous et souvenez-vous, la vérité finit toujours par éclater, même si cela prend du temps.